Le bébé a de nouveau donné un coup de pied à 2 heures du matin. Anneliese Whittaker était allongée sur le dos dans le noir, une main pressée contre son ventre, attendant la fin de la 28e semaine. Les livres appelaient ça la phase active. Ce qu'ils ne disaient pas, c'est qu'on serait seul la plupart du temps. Porte de la chambre fermée, ventilateur de plafond qui ronronnait à chaque tour, l'odeur du dîner réchauffé flottait encore dans la cuisine, car la ventilation de cette maison avait toujours été catastrophique. Le bébé a donné un autre coup de pied, plus fort cette fois. Je sais, pensa-t-elle. Je suis réveillée, moi aussi. Elle se tourna sur le côté et regarda l'horloge. 2h07. L'autre côté du lit était encore fait. L'oreiller de Rowan était intact. Elle avait repassé la tête d'oreiller elle-même dimanche dernier. Un réflexe de petite enfance, à l'époque où elle faisait ce genre de choses. Et les plis étaient encore parfaitement nets. Elle prit son téléphone. Pas de message. Elle le reposa face visible, fixa le plafond, puis le reprit et le reposa face cachée. Il y a 3 ans, elle aurait dit qu'elle avait de la chance. Elle l'aurait cru, d'ailleurs. Rowan Whittaker avait ce don de vous faire sentir unique. Pas de façon ostentatoire, avec des fleurs et des discours. Ce n'était pas son genre. C'était plus subtil, sa façon de se souvenir qu'elle avait mentionné, 6 semaines auparavant, préférer son café au lait d'avoine. Sa façon de remarquer votre fatigue avant même que vous ne disiez quoi que ce soit. Il avait 14 ans de plus qu'elle et, à 26 ans, Annalisa avait interprété cet écart comme de la maturité, de la stabilité. Sa mère n'avait pas employé ces mots. Sa mère avait dit, il est presque aussi vieux que ton père. Et Annalisa avait cessé de répondre à ses appels pendant 2 semaines. Ils se sont mariés en septembre. Une cérémonie intime, comme Rowan le souhaitait. Son entreprise a payé la salle de réception, un entrepôt reconverti dans le quartier de Pearl District, dont le prix horaire dépassait le salaire hebdomadaire d'Annalisa à l'époque. 40 invités. Elle en aurait voulu 65. Il avait trouvé 65, trop. Elle avait acquiescé. Elle avait dit, d'accord, souvent à cette époque. Portland, en novembre, avait une grisaille particulière qui vous imprégnait jusqu'à la moelle. Pas dramatique, pas le gris violacé et orageux des tempêtes, juste plate, persistante, comme un ciel qui avait renoncé à toute opinion. Annalisa avait grandi ici. Elle connaissait toutes les nuances de ce ciel. Elle travaillait de chez elle depuis la 18e semaine. Pour réduire le stress, lui avait suggéré son gynécologue après que la tension d'Annalisa se soit révélée élevée lors d'une consultation de routine. Elle n'avait pas dit à Rowan pourquoi elle travaillait de chez elle. Elle lui avait juste dit qu'elle travaillait. Il ne lui avait rien demandé. C'est la première chose qu'elle avait remarquée. Pas les nuits blanches. Ça durait depuis des années. Le rythme d'un homme qui dirigeait un cabinet d'architectes de taille moyenne et qui tenait beaucoup à impressionner des gens qu'elle n'avait jamais rencontrés. Pas les silences au téléphone, la façon dont il retournait son téléphone quand elle entrait dans la pièce. Ces choses-là, elle les avait notées et mises de côté. Elle se disait qu'elle était paranoïaque. Que ses hormones lui faisaient interpréter les choses. C'étaient les petits détails. La façon dont il a cessé de lui demander comment elle se sentait, pas de façon spectaculaire. Il n'avait jamais été le plus attentionné, mais il y avait toujours eu ce petit quelque chose, une main sur son dos, « Comment va ton ventre ?» le matin, qui s'est évaporé aux alentours de la 22e semaine. Elle ne s'en était rendue compte que lorsqu'un après-midi, sous la douche, elle essayait de se souvenir de la dernière fois qu'il lui avait touché le ventre. Impossible. La cafetière sur le comptoir datait de leur première année de mariage et faisait toujours un bruit de mort. Un sifflement, un gargouillis, un dernier souffle rauque avant de servir une tasse de café toujours un peu trop léger. Elle avait demandé 2 fois à Rowan s'il pouvait la remplacer. Il avait dit qu'il se renseignerait. Elle avait arrêté de poser la question. Le mardi où tout a commencé, vraiment commencé, était ordinaire en tout point. Elle était assise à la table de la cuisine avec son ordinateur portable, une jambe repliée sous elle dans une position qui lui causerait des douleurs au dos plus tard, la pluie tambourinant régulièrement à la fenêtre au-dessus de l'évier. Son écran affichait un tableur pour une réunion client qu'elle devait préparer avant la fin de la semaine. Elle n'avait pas réussi à se concentrer dessus depuis le matin. Le chien des Henderson, les voisins, gémissait comme toujours quand il pleuvait, un gémissement sourd et continu, pas vraiment un aboiement, juste une expression diffuse de sa souffrance que leur clôture n'atténuait en rien.
Annalise avait depuis longtemps cessé de l'entendre consciemment. C'était devenu une habitude, comme le craquement de la troisième marche ou le robinet qui goutte dans la salle de bain des invités. Son téléphone vibra. Elle le consulta, un rappel pour son rendez-vous chez le gynécologue à 15h30. Elle en avait déjà parlé à Rowan il y a 2 semaines. Elle en avait reparlé lundi matin au petit déjeuner. Il avait acquiescé, dit qu'il essaierait de s'arranger, puis lui avait envoyé un SMS le soir même, « Tu ne peux pas venir jeudi ? Ça te dérange si j'y vais seule ?» Elle lui avait répondu, « Bien sûr », et resta un instant assise, son téléphone à la main, avant de le reposer. Elle y est allée seule, s'est assise dans la salle d'attente à côté d'une femme dont le mari avait gardé la main sur son dos tout le temps et la frottait. Annalisa dessinait de petits cercles sur son téléphone pendant qu'elle remplissait des formulaires. Elle les observait plus longtemps que de raison. L'infirmière l'appela. Elle y alla. Tout allait bien. Le bébé allait bien. Sa tension était légèrement élevée. « Êtes-vous particulièrement stressé ?» lui demanda son obstétricien. « Pas vraiment », répondit Annalisa. Elle commença à prendre des notes sur son téléphone. Sans le faire exprès. Au départ, c'était une liste de courses. Puis, un soir, à 23h, elle ajouta quelque chose qui n'avait rien à voir avec les courses. Rowan était rentré à 22h40. Il avait dit qu'il était à la réunion du projet Maroro. La réunion était prévue à 18h08 dans son agenda. Elle fixa la note un moment. Puis elle s'endormit. Au cours des 2 semaines suivantes, la note s'étoffa. Mercredi, son parfum en partant était différent de celui de la salle de bain. Vendredi, elle vérifia le relevé de sa carte de crédit pour le compte joint. Dîner pour 2 chez Ox. $214. Elle n'y était pas. Lundi, elle appela l'entreprise pour lui demander de prendre des vitamines prénatales en rentrant. La réceptionniste a dit qu'il était parti à 16h. Elle n'a pas cherché à dramatiser. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je suis en train de perdre la tête? Juste des faits, des heures, des dates, des montants, des choses qui ne collaient pas. Elle avait toujours été douée avec les tableurs. Le soir du 14 novembre, elle était déjà au lit quand elle a entendu sa clé dans la serrure. Elle a regardé son téléphone. 23h52. Puis elle a entendu quelque chose qui l'a figé sur place. Un rire, son rire grave, ce registre particulier qu'il utilisait quand il imitait Is en train de faire le Rowan à une soirée. Et en dessous, une autre voix, féminine, pas au téléphone, pas celle de la télé qu'il laissait parfois allumée dans le salon, dans la maison. Annalisa s'est redressée lentement. Elle est restée assise là un long moment dans le noir, la main à plat sur le ventre, écoutant les voix se répandre dans le salon en contrebas, le cliquetis des verres, un meuble qui s'ouvrait et se fermait, le bar. Elle connaissait ce son. La musique a commencé. Quelque chose de doux et de grave qu'elle ne reconnaissait pas. Le bébé bougea. Elle appuya doucement. Je sais, pensa-t-elle de nouveau. Elle se leva et posa les pieds sur le carrelage froid de la salle de bain. Elle passa ses poignets sous l'eau, un geste qu'elle faisait quand elle avait la poitrine serrée, et resta là à se regarder dans le miroir. Pas de maquillage, les cheveux en bataille, le pyjama trop grand qui avait appartenu à Rowan avant qu'elle ne l'adopte, et qu'il ne lui avait jamais réclamé. Elle avait l'air fatiguée. Elle était fatiguée. Du rez-de-chaussée, le rire de la femme lui parvint à nouveau. Un rire facile, familier, comme si elle connaissait déjà les lieux, comme si elle y était déjà venue. Alisa éteignit la lumière de la salle de bain et resta un instant dans l'obscurité. Puis elle ouvrit le tiroir de sa table de chevet. À l'intérieur, sous un roman qu'elle n'avait pas réussi à terminer et un chargeur de téléphone au câble effiloché, se trouvait un dossier. Elle l'y avait rangé 3 semaines auparavant, après son 3e rendez-vous médical en solitaire. Après avoir reçu le relevé de carte de crédit, après que la note sur son téléphone ait dépassé 2 écrans. Pas les papiers du divorce. Pas encore. Juste des chiffres. Des relevés bancaires qu'elle avait photographiés avec son téléphone et imprimés à la bibliothèque. Les documents PDF de sa carte de crédit, comme elle l'avait toujours fait pour les choses importantes. Elle n'était pas sûre d'en avoir besoin. Elle sortit le dossier et le posa sur le lit. Le bébé donna un autre coup de pied, plus fort cette fois, comme une ponctuation. En bas, un verre tinta. Bientôt, lui dit Anna. Elle posa le dossier sur la table de chevet, bien en vue, et se recoucha dans le noir,
écoutant la pluie et les voix étouffées en contrebas. Elle ne dormit pas. Le dossier resta sur la table de chevet jusqu'à 3 heures du matin. Puis elle le déplaça sur la table de la cuisine. Elle ne l'affronta pas cette nuit-là. Cela la surprit sincèrement. Cette partie d'elle qui avait été élevée avec des films où les femmes jetaient des objets, claquaient des portes et exigeaient des réponses à minuit, elle avait toujours supposé que c'est ce qu'elle ferait, qu'il y aurait un moment, un déclic, et qu'elle deviendrait cette personne. Au lieu de cela, elle resta allongée dans son lit à écouter les voix en bas jusqu'à ce qu'elle se taise après 13 heures. Puis elle entendit des pas dans l'escalier. Une marche, et la porte de la chambre d'amis s'ouvrit et se referma au bout du couloir. Ce n'était pas leur chambre. Cette chambre d'amis, comme ça, devait forcément signifier quelque chose. Elle fixa le plafond. Le ventilateur cliquetait à chaque tour. Ça faisait 8 mois qu'il faisait ça. Elle l'avait mentionné 2 fois. Le matin arriva gris et humide, comme souvent à Portland en novembre, comme s'il avait un devoir à accomplir. Annelise était déjà à la table de la cuisine quand Rowan descendit à 7h15, habillé pour le bureau, cravate non nouée, téléphone à la main. Il s'arrêta en la voyant. « Tu es levé tôt, dit-il. Tu n'as pas vraiment dormi. » Il se dirigea vers la cafetière. La machine siffla et gargouilla. Il la regarda comme si elle lui devait quelque chose. « Comment va le bébé ? Actif ? Bien. » Il se versa son café, sans rien y ajouter, comme d'habitude. « J'ai une journée chargée demain, revue de projet, puis présentation à Henderson à 16h. » Elle le regarda. « Il y avait quelqu'un ici hier soir. » Un instant. Pas longtemps, peut-être une demi-seconde, mais elle l'avait repéré. « Colea, Kate, elle travaille sur le projet Marorowo. Il fallait qu'on revoie certaines choses, dit-il. Il était tard, à minuit. Il prit sa tasse. C'est le travail, analysa. Elle hocha lentement la tête. Il ajusta sa cravate devant le miroir du couloir, prit sa veste et partit. La porte claqua derrière lui. Elle entendit sa voiture reculer. Puis elle ouvrit son ordinateur portable. Elle n'était pas fière de ce qu'elle avait fait ensuite. Elle le raconterait plus tard à sa thérapeute, dans son petit cabinet du nord-ouest de Portland, avec une machine à bruit blanc juste devant la porte. « Je n'en suis pas fière. » Et sa thérapeute dirait, « Vous essayez d'établir les faits. » Et Anessa répondrait, « J'espionnais. » Et sa thérapeute dirait, « Parfois, c'est la même chose. » Elle connaissait le mot de passe de la messagerie de Rowan, elle le connaissait depuis des années. Il le lui avait donné une fois, lors d'un voyage où il avait besoin qu'elle lui transfère quelque chose, et il ne l'avait jamais changé, et elle ne l'avait jamais utilisé jusqu'à présent. Assise à la table de la cuisine, son café refroidissant à côté d'elle, elle se mit à lire. Il lui fallut 11 minutes pour trouver ce qu'elle cherchait. Non pas que ce soit caché, car ce n'était pas le cas. La conversation par courriel remontait à 4 mois. Au début, tout était assez professionnel, échéancier de projet, coordonnées des fournisseurs, le genre d'échange qu'on trouve dans toutes les boîtes de réception. Mais vers la 3e semaine, le ton changea subtilement. « J'ai adoré ton idée lors de la réunion d'aujourd'hui, sans plus de contexte. Es-tu libre pour déjeuner jeudi ? » Un message sans aucune précision. Puis une réponse de Calette Monroe. Son nom complet figurait désormais. Elle pouvait voir sa photo dans l'annuaire de l'entreprise, accompagnée de la mention « Toujours disponible », sans autre explication. Au bout de 2 mois, plus aucune prétention. Annalisa lisait les courriels avec la même méthodique rigueur qu'elle avait employée pour noter les informations sur son téléphone, sans encore s'en rendre compte. Elle prenait des captures d'écran des éléments importants, les dates, le langage, une référence précise à un hôtel du quartier Pearl, qu'elle recoupa immédiatement avec le relevé de carte de crédit qu'elle avait déjà consulté. 3 novembre, 287 $. L'hôtel Nine. Elle était enceinte de 30 semaines le 3 novembre. Elle resta un instant à méditer sur cette idée. Dehors, la pluie redoubla. Le chien Henderson se remit à gémir doucement. Elle se leva, vida son café froid dans l'évier et resta près de la fenêtre, le regard perdu dans le jardin. Le mobilier de terrasse qu'ils avaient acheté 2 étés auparavant et qu'ils n'avaient jamais autant utilisé qu'ils l'avaient imaginé. L'érable du Japon qui avait enfin perdu ses feuilles. Le parterre où elle avait prévu de planter quelque chose ce printemps, avant que tout ne bascule. Elle retourna à la table et reprit sa lecture.
Calette Monroe avait 30 ans, d'après le site web de l'agence. Architecte associé, diplômé de l'université Brown et de l'école SCIA Arc de Los Angeles. Sa photo montrait une personne aux traits anguleux et au regard direct, le genre de portrait professionnel qui coûte cher. Sa biographie mentionnait une passion pour les projets de réhabilitation et un engagement en faveur du design durable. Annalisa fixa la photo plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu. Elle n'était pas comme elle l'avait imaginé. Voilà ce que personne ne vous avait dit, que c'était généralement une personne comme les autres, pas un personnage de dessin animé, pas un monstre, juste quelqu'un qui avait fait un choix délibéré à plusieurs reprises pendant 4 mois, et qui avait persisté. Elle ferma l'onglet. Découvrir la vérité, et non la version cinématographique, n'avait rien d'une explosion. C'était tout le contraire, comme une pression qui se relâche, comme quelque chose de tendu à l'extrême qui enfin se détendait. Elle le savait. C'était ce qui pesait sur sa poitrine, lourd et indéniable. Elle le savait depuis des semaines, comme on sait des choses qu'on ne veut pas encore nommer. La note sur son téléphone, le dossier sur sa table de chevet, les 3 rendez-vous auxquels elle s'était rendue seule. Son corps s'y était préparé pendant que son esprit était encore en pleine réflexion. Elle afficha la note sur son téléphone et ajouta 3 lignes. Confirmé. Échange de mai sur 4 mois. Reçu d'hôtel. Le 3 novembre correspond à la carte de crédit. Son nom est Calette Monroe, collaboratrice au sein du cabinet. Puis elle se rassit et posa la main sur son ventre. Le bébé fit un long et lent mouvement de roulade contre sa paume. Oui, dit-elle à voix haute dans la cuisine vide. Je sais. Elle appela son amie Desta à midi. Desta Lawson était sa plus proche amie depuis l'époque où elles travaillaient toutes les deux dans la même agence de design, 6 ans auparavant, avant que Desta ne se mette à son compte et qu'Anessa ne se marie, leur vie se réorganisant autour de centres d'intérêt différents. Elles se parlaient encore 2 fois par semaine. Desta était celle qui, 3 ans plus tôt, avait dit « Je veux juste que tu sois sûr ». Et qui avait laissé tomber la conversation quand Annalisa avait répondu que oui, parce que c'est ce que font les bonnes amies. « Salut », dit Desta en décrochant. « Comment vas-tu ? Il faut que je te dise quelque chose. » Un silence. « D'accord. Pas au téléphone. Tu peux venir ? Je suis en réunion client jusqu'à 14 heures. Après, oui, Desta. Un autre silence. Plus court. Je vais décaler. Donne-moi 45 minutes. Desta s'assit en face d'elle à la table de la cuisine et lut les captures d'écran sans rien dire. Elle avait le calme particulier de quelqu'un qui se retient profondément. Non. Arrivée à la facture de l'hôtel, elle posa son téléphone avec précaution, comme si elle craignait de le jeter. 4 mois, a-t-elle dit, je peux le prouver. Ça pourrait être plus long. Et elle était là hier soir, dans votre chambre d'amis, si je ne me trompe pas, Desta la regarda. Annelise, je sais que tu es enceinte de 30 semaines. Moi aussi. De quoi as-tu besoin, demanda Desta. Juste ça. Pas ce que tu comptes faire ou ce à quoi tu as pensé, juste la question directe, celle-là même pour laquelle Annalisa l'avait appelée. J'ai besoin de savoir quelles sont mes options concrètes, dit Annalisa. Pas ce que j'imagine. Des informations concrètes. Desta hocha lentement la tête. Elle était déjà en train de prendre son téléphone. Ma cousine Mara a divorcé il y a 2 ans. Son avocat était censé être excellent. Laisse-moi retrouver son nom. Elle ne dormit pas bien les 3 nuits suivantes. Pas à cause des pleurs ou de l'effondrement. Elle n'en était pas encore là. Elle gardait tout ça enfoui au plus profond d'elle-même. Elle rangea le document à côté des captures d'écran, des relevés de cartes de crédit et du dossier qui n'arrêtait pas de faire des allers-retours entre la table de chevet et la table de la cuisine. Elle ne dormait pas, car son esprit était constamment en ébullition, tout était en ordre, la maison, les comptes, le calendrier, 30 semaines, ce qui signifiait 10 de plus, un nouveau-né et un divorce en même temps, ce qui signifiait qu'elle devait s'en occuper maintenant, pas plus tard. Une fois la tempête passée. Alors, elle se mit à faire des listes. Elle fit des recherches sur Google sur des sujets qu'elle n'aurait jamais cru consulter. Elle envoya un SMS à l'avocat de Mara à 7 heures du matin un mercredi et reçut une réponse à 9 heures. Rowan allait et venait. Il était plus chaleureux ces jours-là, remarqua-t-elle. Attentif, mais prudent, comme on l'est quand on sait qu'on a fait quelque chose et qu'on attend de voir si quelqu'un l'a remarqué. Il lui demanda des nouvelles du bébé. Il lui dit,
Tu devrais te reposer davantage. Un soir, il prépara des pâtes et mit la table. Elle mangea. Elle répondit « Merci ». Elle continua à faire des listes. La consultation eut lieu un jeudi dans un immeuble de bureaux sur SW Broadway, dont le hall sentait le nettoyant pour moquette et l'ascenseur semblait interminable. L'avocate s'appelait Patricia Cole, la cinquantaine, vêtue d'un blazer gris pratique, et avait une façon de parler directe sans être désagréable. Anesa, assise en face d'elle, un dossier à la main et l'esprit clair, lui exposa les éléments en sa possession. Maître Cole l'écouta, posa 3 questions, examina les relevés de carte de crédit et la capture d'écran de la facture d'hôtel. L'Oregon est un État sans faute, expliqua-t-elle, ce qui signifie que l'adultère en lui-même ne détermine pas l'issue du divorce, mais que les preuves de dépenses superflues, l'argent dépensé pour cette liaison, sont pertinentes pour le partage des biens. Vous avez fait du bon travail. Anesa prit note. Compte tenu de la grossesse, poursuivit Maître Cole, il est important d'aborder la question du calendrier. Vous n'êtes pas obligé de déposer la demande avant la naissance, mais clarifiez vos intentions dès maintenant présentent des avantages pratiques. Les documents établissent clairement la chronologie. Les tribunaux prennent en compte la date de séparation, et non la date de dépôt de la demande. Anesa acquiesça. Donc, si je documente la date, c'est que j'ai pris ma décision. Elle rentra chez elle en voiture par le pont Burnside. La pluie ruisselait sur le pare-brise, les essuie-glaces tournaient de façon irrégulière, comme au printemps. Elle rata sa sortie et dut faire un détour par le quartier Pearl, passant devant l'hôtel des Neufs. Elle ne le regarda pas. Elle regarda la route. Ce soir-là, Rowan rentra à 19h. Une heure normale, pour une fois. Elle l'entendit ouvrir le réfrigérateur dans la cuisine, ce bruit si particulier d'un homme qui s'attend à ce que le dîner arrive. Il reste de la soupe, lança-t-elle depuis la chambre. Merci. Un silence. Tu as mangé? Oui. Elle entendit le micro-ondes se mettre en marche. Assise au bord du lit, son ordinateur portable ouvert, elle lisait à l'écran le courriel de suivi de l'avocat, une liste de documents à rassembler, de comptes à photographier, de choses à noter avant que la situation ne change. Elle s'y attela méthodiquement, comme elle l'avait toujours fait avec les tableurs. Une fois terminée, elle ferma l'ordinateur et resta un instant dans le silence. Le micro-ondes sonna en bas. La pluie reprit. Elle ouvrit le tiroir de sa table de chevet, y rangea le dossier, puis le ressortit et le posa sur ses genoux. 10 semaines restantes, à peu près. 10 semaines pour tout mettre en ordre. Elle allait en avoir besoin. Elle reposa le dossier sur la table de chevet, éteignit la lampe et s'allongea dans le noir. Sa main se posa instinctivement sur son ventre. Tout ira bien, pensa-t-elle. Elle n'en était pas encore sûre. Elle allait se le répéter jusqu'à ce qu'elle y croie. À 23h58, son téléphone s'alluma. Un SMS d'un numéro inconnu. 3 mots. Elle le lut une fois. Puis elle fit une capture d'écran. Le message disait « Il t'a choisi pour l'instant ». Aucun nom, aucun contexte, juste ces mots, posés sur son écran à minuit comme une pierre jetée dans l'eau calme. Elle était restée éveillée pendant 2 heures à les retourner dans tous les sens. La formulation était délibérée. Quelqu'un qui voulait lui faire ressentir la fragilité de la situation, le caractère conditionnel de son propre mariage. Quelqu'un qui avait obtenu le numéro d'Anesa avait trouvé l'information sur le téléphone de Rowan, ce qui signifiait qu'elle était à proximité, et donc que l'histoire de la chambre d'amis était soit un mensonge, soit sans importance. À 2h du matin, elle avait pris une décision. Pas la grande décision qu'elle avait déjà prise, lors de son 3e rendez-vous en solitaire, figé dans le silence du cabinet de l'avocat sur SW Broadway. Cette fois, c'était une décision plus modeste, plus pragmatique. Elle en avait assez d'attendre le bon moment. Il n'y avait pas de bon moment. Il n'y avait que la préparation, et elle allait la mener à bien. Elle se leva, se prépara un thé qu'elle ne but pas, et s'installa à la table de la cuisine avec son ordinateur portable jusqu'à 4h. La loi de l'Oregon, avait-elle appris, était plus simple qu'elle ne l'avait imaginé. Le divorce sans faute signifiait qu'elle n'aurait rien à prouver au tribunal. Pas de présentation théâtrale de capture d'écran. Pas de moment où le juge se pencherait en avant pour demander « Et est-ce bien elle ?» Organ exigeait simplement que le mariage soit irrémédiablement brisé, une expression si clinique et définitive qu'à la première lecture, elle avait failli en rire.
Irrémédiablement brisée, comme une cafetière, comme une voiture bonne pour la casse. Ce qui importait, lui avait dit Cole, c'était la documentation des biens matrimoniaux et de toute utilisation de ces biens, les factures d'hôtel, les virements Venmo qu'elle avait découverts après quelques recherches. 4 paiements à un contact identifié uniquement par les initiales KM, pour un total d'un peu moins de $2000 sur 3 mois. Le compte d'épargne commun, dont elle avait constaté lundi matin une baisse de $8000 depuis août, sans aucune dépense correspondante identifiable. Elle a tout photographié, les relevés bancaires, les PDF des cartes de crédit, les documents hypothécaires du classeur du bureau de Rowan auquel elle avait toujours eu accès sans jamais les utiliser. Elle en a enregistré des copies dans un dossier de son ordinateur portable personnel, et non sur le disque partagé, ni sur iCloud, où ses appareils étaient également synchronisés, et a envoyé des copies par courriel à Desta et au bureau de Cole. Elle était méticuleuse. En tête de colonne, tri par date. De la même manière qu'elle avait organisé les dossiers de projet à l'agence de design 6 ans plus tôt, de la même manière qu'elle avait toujours travaillé lorsque le projet sur lequel elle travaillait était important. Et celui-ci l'était. « Tu as l'air si calme, dit Desta. Elles étaient dans l'appartement de Desta à Selwood, un mercredi après-midi, sous une pluie battante qui embuait les vitres. Desta avait préparé une soupe, une vraie soupe maison, celle qui signifiait qu'elle s'était inquiétée. Et Anessa en était à son deuxième bol, car le bébé avait apparemment un avis bien tranché sur les lentilles. « Je suis calme, dit Annalisa. C'est ce que je veux dire. Tu préférerais que je ne le sois pas. Da serra sa tasse entre ses mains. Je préférerais que tu sois comme tu es vraiment. Je vérifie juste. Annalisa posa sa cuillère. Dehors, l'eau ruisselait sur la fenêtre. Quelque part dans l'immeuble, quelqu'un passait de la musique trop forte pour un mercredi. Un truc avec des basses qu'elle pouvait plus ressentir qu'entendre. Je crois qu'elle a dit lentement que j'étais calme depuis longtemps, comme si je jouais la comédie, que je maîtrisais tout pour ne pas le mettre mal à l'aise. Elle reprit sa cuillère. Je ne joue pas la comédie là. Je sais juste ce que je fais. C'est différent. Desta la regarda un instant. D'accord, dit-elle. Bien. Et puis, j'ai pleuré 11 minutes sur le parking de Trader Joe's lundi, alors je ne suis pas un robot. Desta renifla. Lequel? Celui sur l'Interstate. Le système de retour des chariots était cassé, et je ne savais pas où mettre le mien. Et puis elle fit un geste vague. Le système de retour des chariots t'a brisé. Le système de retour des chariots m'a brisé. Elles restèrent un instant silencieuses. Puis Desta rit, d'un vrai rire. Annalisa rit aussi, et ce fut comme un soulagement. Elle avait commencé à dormir dans la chambre d'amis, pas celle que Kate avait utilisée. Elle avait retiré les draps et les avait jetés directement à la poubelle, une décision qu'elle n'avait pas trop réfléchie. Mais il y avait aussi la plus petite chambre, au bout du couloir, celle dont ils avaient vaguement parlé comme d'une chambre de bébé, sans jamais s'y engager. Elle avait déplacé son oreiller, son chargeur de téléphone et le roman sur lequel elle n'arrivait toujours pas à se concentrer. Et la première nuit, elle avait dormi 5 heures d'affilée, ce qui était le maximum qu'elle ait réussi à faire en 3 semaines. Rowan n'avait rien dit. Cela en disait long. Il continuait à jouer la carte de la tendresse prudente, à s'enquérir de ses rendez-vous, à rentrer avant 22 heures la plupart des soirs. Elle se demanda si on avait conseillé à Kate de laisser les choses se mettre en place, la retraite stratégique de quelqu'un qui comprenait l'importance du timing. Elle se demanda s'ils en avaient discuté, s'ils s'étaient allongés dans cette chambre d'hôtel à planifier le déroulement des choses. Elle ne s'attarda pas trop sur cette pensée. Cela ne servait à rien, et elle avait du travail. Il fallait absolument trouver une solution pour la chambre de bébé. C'était ce à quoi elle n'avait pas encore pleinement fait face, la réalité concrète de la vie avec un nouveau-né. L'appartement qu'elle avait visité avec Desta début novembre était un 2 pièces dans un immeuble près de l'Hades Édition. Le parquet du 2e étage grinçait différemment de celui d'ici. Une fenêtre dans la plus petite chambre donnait sur l'est. Elle était restée longtemps dans cette pièce à faire ses calculs. Elle était appuyée contre ce mur, la table allongée sous la fenêtre, baignée par la lumière du matin. La maison faisait 130 mètres carrés. Rien à voir avec celle-ci. Elle avait signé le bail un vendredi après-midi. Desta était assise dans le petit hall de l'immeuble, les yeux rivés sur son téléphone, tandis qu'Annalisa, assise en face du gestionnaire, réglait le premier et le dernier mois de loyer sur son compte d'épargne personnel, celui d'avant le mariage.
qu'elle avait gardé séparée de son domicile une décision prise sans vraiment en comprendre les raisons, mais qu'elle comprenait désormais parfaitement. Elle rentra chez elle en voiture, en empruntant le pont aux Sornes, le bail signé dans son sac, sans rien dire à personne. Cole appela jeudi. J'ai examiné tous les documents que vous m'avez envoyés. Ils sont solides. Un silence. Je voudrais parler du calendrier. D'accord. Compte tenu de votre date d'accouchement, plusieurs options s'offrent à vous. Déposez la demande maintenant, ce qui établit clairement le calendrier et fait avancer les choses, mais implique de gérer la procédure pendant votre grossesse. Attendre après l'accouchement. Ce qui vous laisse le temps de récupérer, mais la date de séparation devient moins claire. Quatrièmement, et c'est ce que certaines clientes dans votre situation préfèrent, vous préparez tout maintenant et déposez la demande à une date précise que vous choisissez. C'est vous qui décidez du moment. Annalisa regarda le mur. Que me conseillez-vous? Je vous conseillerais ce qui vous mettrait dans la situation la plus stable, tant sur le plan pratique qu'émotionnel. Vous connaissez votre situation mieux que moi. Comment se déroule la procédure? Le jour du dépôt de la requête, la signification lui est faite. Cela peut se faire par un huissier, par courrier recommandé, ou il peut accepter la signification volontairement. Il a 30 jours pour répondre, et s'il est chez lui au moment du dépôt, Cole resta silencieuse un instant. Vous me demandez si ma présence est nécessaire? Je me demande si je devrais l'être. Nouveau silence. Non, dit Cole, vous n'êtes pas obligé. Elle commença discrètement à déplacer des objets. Pas des meubles. Rien d'évident. Ses affaires personnelles. Une boîte de photos d'avant le mariage, l'argenterie de sa grand-mère héritée de sa mère, le disque dur externe contenant 7 ans de travail en freelance, des livres qu'elle s'était achetés, une petite aquarelle que sa colocataire avait peinte d'elle. Des choses sur lesquelles il serait difficile de se disputer car elles n'avaient jamais été partagées. Elle les a déménagées en voiture pendant 3 mardis matins. Rowan était toujours au bureau à 8 heures, comme d'habitude. Dans le nouvel appartement, elle empilait les cartons contre le mur de la plus petite chambre. Le concierge, un homme discret d'une 60aine d'années nommé Walt, lui a retenu l'ascenseur une fois, sans poser de questions. Elle appréciait que le bébé soit déjà là, évidemment, gigotant et donnant des coups de pied aux intersections, au bruit du ruban adhésif, dans le silence particulier d'un appartement vide qui se transformait lentement. Tu vas aimer cette chambre, pensa Annalisa, debout dans la chambre orientée à l'est, baignée par la lumière de l'après-midi. Tu vas aimer les matins ici. La semaine précédente, Rowan s'était assis en face d'elle à la table de la cuisine et lui avait dit qu'il voulait parler de la fête prénatale. Elle le regarda. Apparemment, tes amis demandaient à Desta si on en organisait une. Il tenait sa tasse de café entre ses mains, l'air de celui qui avait décidé de tenter le coup. Je pensais qu'on pourrait faire quelque chose à la maison. En petit comité, juste tes proches. Elle attendit de ressentir quelque chose. De la colère peut-être, ou la nausée particulière de voir quelqu'un agir normalement. Au lieu de cela, elle se sentait très distante, comme si elle observait de loin. Ça va, dit-elle. Des stagiaires. D'accord. Il hocha la tête. D'accord, bien. Il regarda son café. Comment vas-tu, vraiment? La cuisine sentait le pain grillé brûlé qu'il avait préparé ce matin et qu'il n'avait pas complètement nettoyé. Le ventilateur au-dessus de la cuisinière vibrait lorsqu'il fonctionnait à pleine puissance. Elle avait l'intention de le lui signaler. Je vais bien, dit-elle. Vraiment? Il hocha la tête. Il semblait presque soulagé. Elle le regarda emporter ce soulagement hors de la cuisine et monter à l'étage. Puis elle resta assise un instant dans le silence. 7 jours. Elle avait 7 jours. Elle se rendit à son dernier rendez-vous prévu avec Cole le lundi suivant, signa les documents nécessaires et quitta le bureau avec une date précise dans son agenda. Le trajet jusqu'à la maison dura 40 minutes. Circulation dense sur la 26 Ouest. Le genre de circulation de l'après-midi qui faisait partie intégrante de la vie dans cette ville, comme la pluie et la défaite des Blazers en séries éliminatoires. Elle était assise dedans, sans la radio, les essuie-glaces en mode intermittent. Le chauffage était monté car elle avait les mains gelées ces derniers temps. Elle pensa à la fenêtre orientée à l'est. Elle pensa à la lumière du matin. Elle pensa à sa fille. Elle savait depuis la 20e semaine que c'était une fille, mais elle ne l'avait dit à personne, sauf à Desta.
Elle avait grandi dans des chambres où personne ne jouait la comédie, où la température n'était pas ajustée en fonction du malaise de quelqu'un d'autre, où le calme était synonyme de calme véritable. Elle sortit à la sortie Burnside et rentra chez elle. Ce soir-là, elle prépara le dîner. Des pâtes, toujours les mêmes, qu'elle utilisait depuis des années, dans la boîte du 3e placard, celles qu'elle avait déjà décidé de elle n'avait pas mangé. Elle avait préparé assez à manger pour elles deux. Elles mangèrent à table et Rowan parla du projet Marlborough, d'un retard dans l'obtention des permis, d'un problème avec un entrepreneur. Elle écouta, hocha la tête et posa une question quand elle sembla s'y attendre. Elle fit la vaisselle. Elle dit bonsoir. Elle alla dans la chambre d'amis, se glissa dans le lit et resta allongée dans le noir, la main sur le ventre et son téléphone sur la table de chevet. Le dossier était maintenant dans son sac. Il y était depuis 4 jours. Prête? 7 jours étaient devenus 6. Elle ferma les yeux. La maison se calma autour d'elle. La 3e marche, le robinet, le bourdonnement du réfrigérateur dans le couloir. Tous ces bruits avec lesquels elle avait appris à vivre et qui ne lui manqueraient pas dehors, le chien du voisin se tut enfin. Son réveil était programmé pour 6 heures. Elle avait déjà envoyé un courriel à Cole pour confirmer que le nom de l'huissier était Donna. Annalisa le savait car le bureau de Cole l'avait mentionné dans le courriel de confirmation. Donna Reyes se chargera de la signification. Plage horaire estimée, 9h à 11h. Elle l'avait tellement lu la semaine précédente que le nom s'était ancré dans sa mémoire, comme des paroles de chansons, ressurgissant à des moments inattendus. Donna Reyes, de 9h à 11h. Elle était chez Desta à 8h15. Desta ouvrit la porte, vêtue d'un sweatshirt, le café déjà prêt, et ne dit rien d'autre que « canapé ou cuisine ». Annalisa répondit « cuisine », et ce fut toute la conversation pendant les 20 premières minutes. Assises l'une en face de l'autre, Desta travaillait sur un projet client tandis qu'Annalisa regardait son téléphone. La pluie ruisselait sur les fenêtres et le chauffage de l'immeuble ronronnait et sifflait comme le font les vieux bâtiments. À 9h47, son téléphone vibra. Un SMS du bureau de Cole. Service terminé. 9h43. Prise en charge à la porte. Annalisa le lut 2 fois, posa son téléphone face cachée sur la table, puis le reprit. C'est fait, demanda Desta sans lever les yeux. C'est fait, dit Da en fermant son ordinateur portable. D'accord, répondit-elle. De quoi as-tu besoin maintenant? Aucune idée, répondit Annesa, ce qui était la vérité. Elle avait appris ce qui s'était passé à la porte de Rowan lui-même. Il avait appelé à 10h22. Elle avait laissé sonner. Il avait rappelé à 10h31. Elle avait écouté le message vocal, debout dans le couloir de Desta, le téléphone collé à l'oreille. Sa voix était différente. Pas en colère. Pas encore, mais dépouillée de la chaleur prudente qu'il affichait depuis 2 semaines. Plus plate, la voix d'un homme qui venait de perdre pied et qui n'avait pas encore compris comment retomber. Annalisa, rappelle-moi. Je n'ai pas besoin de comprendre ce qui se passe. Appelle-moi. Elle avait envoyé un SMS au bureau de Cole pour confirmer la réception de la notification. Puis elle avait rangé son téléphone dans son sac. Elle avait attendu 3 jours avant de rentrer à la maison. Elle dormait chez Desta, sur le canapé que Desta avait préparé avec de vrais draps et un vrai oreiller, pas le canapé d'appoint de circonstance, et passait ses journées à lutter silencieusement pour ne pas s'effondrer. Elle dormait. Elle mangeait les plats que Desta préparait sans cesse dans une cuisine apparemment toujours bien approvisionnée. Elle se rendit seule à son rendez-vous de la 34e semaine, ce qui, à ce stade, lui semblait normal, et s'assit dans la salle d'attente pour remplir les formulaires d'inscription, tout en contemplant la fenêtre orientée à l'est. Rowan lui envoya cet SMS et l'appela 4 fois. Elle ne répondit à aucun. Le lendemain, elle reçut un SMS d'un numéro qu'elle avait déjà bloqué et débloqué 2 fois. Celui de Kate. Elle en était presque certaine. Un numéro différent de celui du SMS de minuit, mais la formulation était la même. Il disait « Tu te compliques la vie inutilement ». Elle fit une capture d'écran et la transféra à Cole sans répondre. La maison lui parut différente lorsqu'elle y retourna jeudi matin, comme plus petite. Ou peut-être la voyait-elle simplement autrement. Non pas comme le lieu où elle vivait, mais comme un problème complexe à résoudre. Elle s'y déplaça avec pragmatisme. Les objets qu'elle avait déjà déplacés avaient disparu. Ses affaires, encore là, lui appartenaient.
Elle rangea tout dans les 2 derniers cartons qu'elle avait laissés dans le placard de l'entrée. Rowan était au bureau. Elle l'avait vérifié avant de venir. Elle emballa efficacement l'aquarelle qu'elle avait presque oubliée. La boîte de fiches de recettes de sa grand-mère, oubliée dans le tiroir de la cuisine depuis des années, cachée derrière les publicités et les coupons périmés. Le babyphone qu'elle avait commandé 2 mois plus tôt et jamais sorti de son carton. Elle chargea tout dans sa voiture, puis resta un instant dans la cuisine. La cafetière siffla sur le plan de travail. 15 ans, avait-elle toujours pensé, peut-être plus. Elle lui appartenait à leur mariage. La fissure dans le carrelage près de la porte de derrière, présente depuis la première année. Le crochet près du vestibule où elle avait accroché ses clés tous les jours pendant 3 ans et où il ne restait plus qu'une légère trace sur le mur, vestige d'une habitude. Elle retira sa clé de son trousseau, la laissa sur le comptoir et sortit. L'appel de la sœur de Rowan arriva vendredi après-midi, ce à quoi elle ne s'attendait pas. Bridget Whittaker avait 46 ans, c'était une femme pragmatique qui vivait à Bend et qui avait toujours traité Annelise avec la neutralité particulière de quelqu'un qui se réservait le droit à l'égard d'Annelise. Je ne voulais pas me prononcer indéfiniment. Ils n'étaient pas proches. Ils étaient cordiaux. Annalisa a failli ne pas décrocher. Je n'appelle pas pour prendre parti, a immédiatement dit Bridget. Je tiens à ce que ce soit clair. D'accord. Il m'a appelé. Un silence. Il ne le vit pas bien. J'imagine. Il a dit qu'elle s'était arrêtée, puis avait recommencé. Il a dit qu'il ne pensait pas que tu sois au courant. Annalisa resta silencieuse un instant. Dehors, une voiture passa, la musique trop forte, les basses s'estompant au coin de la rue. Elle était assise dans sa voiture, sur le parking de l'immeuble de la résidence pour jeunes, ses courses sur la banquette arrière. Je savais, dit-elle, après un long silence de Bridget. D'accord, finit par dire Bridget. Je suis désolée, Anna. Merci d'avoir appelé. Elle resta assise un moment sur le parking après avoir raccroché. Les courses pouvaient attendre. Le bébé appuyait contre ses côtes, du côté droit. Une impulsion persistante qu'elle avait commencé à interpréter comme la façon dont le bébé disait « Je suis là ». « Je sais que tu le es », répondit-elle. Les informations concernant la firme commencèrent à circuler la 3e semaine de décembre. Elle n'avait rien orchestré. Elle tenait à être claire à ce sujet plus tard, lorsqu'elle raconterait cette histoire au bureau de Cole, puis à Desta, et enfin à elle-même. Elle n'avait appelé personne. Elle n'avait rien publié. En réalité, le partenaire de Rowan, un certain Graham Daherty, cofondateur de la firme 12 ans auparavant, avait apparemment lui aussi remarqué les $8 000 et d'autres irrégularités financières antérieures aux documents d'Annalisa. Graham avait commencé à poser des questions. Elle l'apprit par Desta, qui l'apprit par une amie commune travaillant dans une firme concurrente du centre-ville. À ce moment-là, l'affaire avait déjà pris son envol. Elle n'appela ni Graham ni lui. Elle envoya simplement les documents bancaires à Cole et le laissa gérer la situation. Elle apprit la nouvelle directement de Desta, qui la tenait d'un ami commun présent à l'événement. C'était un mardi, un déjeuner d'entreprise dans un restaurant de la NW23RD. Une de ces réunions de fin d'année, 12 personnes autour d'une longue table, comme le cabinet en faisait apparemment chaque année en décembre. Graham avait posé une question directe à Rowan concernant un compte séquestre client, devant tout le monde. Sans forcer, sans dramatiser, juste à travers la table, tandis que les 12 personnes se concentraient soudainement sur leur verre d'eau. La réponse de Rowan fut maladroite. Le mercredi, 2 jeunes architectes du cabinet avaient mis à jour leur profil LinkedIn. Calette Monroe démissionna le lundi suivant. Annalisa l'apprit de Cole, qu'il avait lui-même appris au cours de l'enquête, désormais lancée à son propre rythme. Elle lut la phrase dans le courriel de Cole, l'associé a quitté le cabinet à compter du 20 décembre. Elle resta un instant assise avec cette information dans la chambre orientée à l'est, le berceau à moitié monté contre le mur, la lumière hivernale entrant par la fenêtre, plate et nette. Elle repensa au temps qu'elle avait passé à fixer cette photo LinkedIn, bien plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu. Les angles marqués, le regard direct, une passion pour le recyclage créatif. Elle ferma l'email. Elle raconta tout à sa mère un dimanche soir, lors d'un appel vidéo depuis la cuisine de son nouvel appartement. La lumière du plafond était trop forte, et un bol de céréales à moitié vide traînait sur le comptoir car le dîner avait été composé de céréales, un choix qui lui semblait tout à fait raisonnable.
Sa mère resta silencieuse un long moment après qu'Annalisa eut terminé. « Depuis combien de temps le savais-tu » demanda-t-elle, quelques semaines avant que je ne fasse quoi que ce soit. « Es-tu à gérer tout ça avec Desta et un avocat ?» Sa mère la regarda à travers l'écran. Elle avait 63 ans, avait vécu une situation similaire dans sa quarantaine, et en était sortie pour mener une vie qui ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait imaginé et qui lui convenait mieux que ses plans initiaux. Elle ne dit pas « je te l'avais bien dit ». Elle ne dit pas « je le savais ». Elle se contenta de fixer Annalisa longuement. « Ça va » demanda-t-elle. « Juste ça. Je crois. » Annesa dit « redemande-moi dans quelques mois. » Sa mère acquiesça. « Je viens pour la naissance. » Ne discute pas, Annesa ne discuta pas. La dernière semaine de décembre fut froide, d'un froid mordant, ce que Portland ne connaissait pas toujours. Elle porta le même pull trop grand 4 jours de suite, car il était chaud et confortable, et personne ne le remarquait. Elle finit de monter le berceau grâce à un tutoriel YouTube et une détermination qu'elle trouvait presque comique. Enceinte de 33 semaines, à genoux par terre, une clé Allen à la main. Le tutoriel s'arrêtait toutes les 45 secondes. Cela prit 2 heures. Ce n'était pas grave. Elle se releva lentement, une main appuyée contre le mur, et contempla le résultat, un berceau dans une chambre avec une fenêtre orientée à l'est, dans un appartement dont le bail était à son nom. Son téléphone était par terre, à côté de la clé Allen. Elle le ramassa. Un SMS de Rowan, le 7e en 4 jours, qu'elle lut une fois sans répondre. Puis un SMS de sa mère. Vol réservé. 14 janvier. Puis un texto de Desta. Dîner demain. Je viendrai te chercher. Elle répondit à Desta, oui, apporte la soupe. Elle mit son téléphone dans sa poche et alla à la cuisine. Le robinet ne fuyait pas. Nora arriva le 19 janvier à 6h52 du matin. 3,3 kg. Une chevelure noire et abondante. Un cri d'abord timide, puis qui a trouvé sa pleine expression et emplit la pièce comme si elle s'y était entraînée. La mère d'Annalise était là, depuis le 14, dormant sur le canapé-lit du salon et remplissant le réfrigérateur sans qu'on le lui demande. Comme le font les mères qui ont elles-mêmes traversé une épreuve et savent ce qui est vraiment réconfortant. Desta était dans la salle d'attente depuis 3 heures du matin et est arrivée 20 minutes plus tard, les yeux rouges et un sourire qu'elle ne pouvait contenir. Elle n'a rien dit d'utile pendant 1 minute entière, ce qui était tout à fait normal. L'infirmière a posé Nora sur la poitrine d'Annala. Elle était chaude, plus lourde qu'elle ne l'avait imaginé, plus solide, plus présente, une personne à part entière qui avait déjà son mot à dire, en s'agrippant avec une détermination farouche à la blouse d'hôpital d'Annala. « Salut », pensa Annalisa. J'attendais. Les premières semaines furent difficiles, d'une manière à laquelle elle s'était préparée et d'une autre à laquelle elle ne s'était pas préparée. Les préparatifs, le manque de sommeil, l'insistance particulière des besoins d'un nouveau-né, la convalescence physique que personne n'avait décrite avec précision à l'avance. Elle avait lu des livres, bien positionné le berceau, elle connaissait les tétés groupés. Savoir ne rendait pas les choses plus faciles. Cela signifiait simplement qu'elle reconnaissait ce qui se passait au moment même où cela se produisait, ce qui était déjà quelque chose. Les moments d'imprévu étaient plus silencieux. Il y a eu cette nuit, la 2e semaine. Nora s'est enfin endormie après 2 heures d'insomnie et Alisa était assise sur le canapé dans le noir à 4 heures du matin, une tasse de thé refroidissant à la main, lorsqu'elle a pleuré pour la première fois. Pas vraiment du chagrin. Pas pour Rowan, pas pour le mariage, pas même pour elle-même. Plutôt comme une libération de pression. Tout ce qu'elle avait accumulé en elle se déversait enfin dans le salon plongé dans l'obscurité, tandis que sa fille dormait à 2,5 mètres de là. Cela a duré une 20aine de minutes. Puis elle a bu le thé froid, rincé la tasse et est retournée se coucher. Sa mère n'a rien demandé, elle est simplement arrivée le matin avec un sandwich du restaurant du quartier et l'a posé sur le comptoir. Le divorce a été prononcé le 14 mars. La procédure avait été plus rapide que prévu par Cole. Rowan n'avait pas beaucoup contesté, ce qui l'a surprise jusqu'à ce que Cole lui explique que toute contestation impliquait une phase de découverte de preuves, et que cette phase aurait mené à des investigations que Rowan ne souhaitait pas mener. Son avocat lui avait conseillé de coopérer. Il avait coopéré. Le délai de 90 jours avait commencé en décembre, lorsque Donor Reyes avait frappé à la porte, ce qui signifiait que le mois de mars avait été court, mais sans incident. Aucune prolongation demandée, aucune requête déposée,
rien à traîner en longueur. L'accord était équitable, sans pénalité. En Oregon, on ne punissait pas les décisions, mais on privilégiait l'équité, grâce à une documentation rigoureuse. Le compte d'épargne commun a réparti sa contribution à l'achat de la maison entre la part de Rowan et celle de Rowan, ce qui a permis de couvrir le loyer du nouvel appartement jusqu'à la fin de l'année, avec un excédent. La pension alimentaire pour enfants a été calculée selon les directives de l'État, avec prélèvement automatique à compter du 1er avril. Elle signa les documents finaux dans le bureau de Cole, un mardi matin. Nora, attachée contre elle dans le porte-bébé, dormait profondément. Cole fit glisser les pages une à une sur le bureau, et Alisa les signa. Le stylo était un de ces lourds stylos en métal que l'on trouve dans les cabinets d'avocats, et il traçait un trait net sur chaque signature. Une fois terminé, Cole dit « Félicitations ». Ce n'était pas sarcastique. Ce n'était pas un compliment vide de sens. C'était simplement ce qu'on dit quand quelque chose est enfin terminé. « Merci », dit Anesa. « Pour tout ». Elle prit l'ascenseur jusqu'au hall, toujours aussi lent, et sortit sur SW Broadway, dans une matinée de mars froide et grise, mais tout à fait normale. Sa mère resta 3 semaines après la naissance. La meilleure nuit fut celle de la 2e semaine, vers 3 heures du matin. Nora enchaînait les séances de vélo avec une énergie débordante, tandis qu'Annelise, réveillée depuis minuit, était sortie au salon et avait trouvé sa mère déjà levée, assise dans le fauteuil, la lampe allumée à basse température, une tasse de boisson chaude à la main. Elle ne dit rien, se contentant de déplacer ses pieds pour lui faire de la place sur le pouf. Annelise s'assit sur le canapé, Nora contre elle, et elles restèrent ainsi un moment. 2 femmes et un nouveau-né dans le calme d'un appartement qui cherchait encore sa place. Et puis, à un moment donné, sa mère dit sans préambule, « Ça va faire plus de bruit avant de se calmer. » La douleur, je la connais. Non, pas encore. Ce n'est pas méchant, c'est juste la vérité. Mais tu la connaîtras, et c'est normal. Ça ne veut pas dire que quelque chose a mal tourné. Annalisa regarda le visage de sa fille, détendu et confiant dans la pénombre. Combien de temps ça a pris, demanda-t-elle. Pour toi. Sa mère réfléchit sérieusement. 2 ans avant que ce ne soit plus ma première pensée du matin, avant que j'arrête de tout comparer à avant. Elle prit une gorgée de sa boisson. Mais le moment où tu te sens à nouveau toi-même, c'est arrivé plus vite que prévu. Ça m'a surprise. Nora laissa échapper un petit son et se rassit. D'accord, dit Anesa. Sa mère elle acquiesça. Ils n'en ont plus reparlé. Ce n'était pas nécessaire. Elle reprit son activité de freelance 8 semaines après son accouchement. 2 clients, des petits projets, le genre de travail qu'elle pouvait faire pendant la sieste de Nora, sans avoir besoin d'être pleinement concentrée. En avril, elle en avait ajouté un 3e. En mai, elle refusait le travail qui ne lui plaisait pas, un sentiment qu'elle avait oublié pouvoir éprouver. Son tarif avait augmenté. C'était un choix délibéré. Elle avait examiné ses tarifs habituels et les avait augmentés de 30% sans suivre les conseils de personne en particulier, simplement sous le poids du fait d'être enfin la seule personne dont elle devait gérer l'opinion sur son temps. La plupart des clients n'ont pas sourcillé. Ceux qui ont protesté, elle a laissé tomber sans négocier. C'était significatif. Elle l'a noté dans l'application Notes de son téléphone. Pas la liste précédente. Une autre. Juste, tarif augmenté. J'ai laissé tomber les protestations. Sans explication. Les visites de Rowan ont commencé en avril. Un week-end sur 2, du samedi matin au dimanche soir, comme convenu. La première remise a eu lieu sur le parking d'un café à Hawthorne. Un terrain neutre. Une suggestion de Cole, avec une heure précise. Rowan arriva 5 minutes en avance. Il avait changé. Pas anéanti. Elle s'y était préparée et fut presque soulagée que ce ne soit pas le cas, car anéanti aurait compliqué les choses. Mais plutôt apaisé, comme quelque chose qui avait été gonflé puis dégonflé lentement. Il tenait Nora dans ses bras avec la terreur prudente de quelqu'un qui ne se faisait pas encore confiance. Annalisa le regarda chercher comment la positionner contre sa poitrine et ressentit quelque chose qui n'était ni de la sympathie, ni de la satisfaction. Quelque chose entre les deux, quelque chose de plus sincère. Elle aime la voiture, dit Annalisa. Les 5 premières minutes, elle râle généralement, puis elle sort. Il hocha la tête. Sans lever les yeux. Rowan. Il leva les yeux.
Elle n'a besoin de rien savoir d'autre que tu l'aimes. C'est la seule chose qui doit rester constante. Il hocha de nouveau la tête. Sa mâchoire était crispée, comme lorsqu'il tenait quelque chose. Elle lui tendit le sac à langer, confirma l'heure de récupération pour dimanche et retourna à sa voiture. Elle resta assise un instant avant de démarrer. Ses mains étaient fermes. Elle a vérifié précisément si le porte-bébé était secoué et n'a rien trouvé. Elle est rentrée chez elle en voiture, sur Osorn, a préparé du café et est restée dans la cuisine où ne flottait aucune odeur, si ce n'est celle de son propre appartement, imprégnée de l'odeur de la bougie que Desta avait apportée. De l'odeur particulière de la peau de nouveau-né propre de Nora et du café lui-même, meilleur que l'ancien depuis qu'elle avait acheté une nouvelle machine en février, une petite machine à $60 qui ne fuyait pas. Elle avait entendu parler de la firme en mai par l'intermédiaire de la femme de Graham Darr, qu'elle avait croisée au marché fermier de Chamansky Park un samedi matin. Elle ne se connaissait pas bien, quelques fêtes de fin d'année et quelques dîners occasionnels. Mais Karen Doherty s'est arrêtée en voyant Annalisa, a regardé Nora dans le porte-bébé et a dit « Elle est magnifique ». Merci. Karen est restée silencieuse un instant. Le marché était animé autour d'elle. Un vendeur de confiture, 3 tables plus loin, faisait une démonstration. Peu de monde. Des rires. Une odeur de pop-corn caramélisé. Graham voulait que je vous dise, a-t-elle dit prudemment, que l'audit avait abouti à ses conclusions. Que cela n'avait rien à voir avec toi personnellement, mais elle marqua une pause et ajouta qu'il était désolé que cela ait pris autant de temps. Annelise comprit sans qu'on lui explique. Merci, répéta-t-elle. Dis-lui que j'apprécie. Karen hocha la tête, effleura le pied de Nora et passa à autre chose. L'entreprise se restructura en juin. Graham racheta les parts de Rowan à un prix qu'Annelise avait entendu de seconde main et qu'elle savait nettement inférieur à sa valeur d'avant décembre. L'immeuble où il louait des bureaux se trouvait à Mid-Market, dans le sud-ouest de Portland, une adresse prestigieuse dans leur secteur. Le nom de Rowan figurait dans l'annuaire. Elle ne s'en réjouit pas. Ce n'était pas à elle de se réjouir. Elle installa Nora dans la poussette et se promena sur l'esplanade de la rive un mardi après-midi où le temps était enfin clément. Cette journée de juin à Portland compensait la grisaille, la douceur et la pureté du ciel, la rivière calme et argentée, et les ponts qui s'animaient au loin. Elle marcha 1h30 sans but précis. C'était nouveau. Elle avait toujours eu un but. En août, Nora s'asseyait avec de l'aide et manifestait un enthousiasme vocal pour le mobile au-dessus de son berceau. Un son aigu particulier, pas vraiment un mot, mais clairement destiné à communiquer. Annelise l'a documenté comme elle documentait tout. Avec son téléphone, 17 vidéos dans un dossier organisé par moi, sous-titré mentalement, la preuve que tout cela se produisait réellement. Elle avait commencé la thérapie en avril. Un jeudi sur 2, le petit cabinet du nord-ouest de Portland, la machine à bruit blanc devant la porte. Le nom de sa thérapeute était le docteur Ren Foster. Patient, direct comme Annelise elle répondait, sans vouloir s'enliser dans la polémique. Comment va la colère, demandait-elle parfois. Plus calme, répondait Annalisa, ce qui était vrai. La colère avait été la plus forte en février, ce mois si particulier de grisaille, de froid et de paperasse, et elle l'avait traversé inexorablement, pour n'être plus qu'un murmure. Présente, certes, mais sans emprise. Et le chagrin était différent, disait-elle, je pleure ce que j'imaginais, pas ce que c'était réellement. Le docteur Foster acquiesçait. Écrivez quelque chose. Passez à autre chose. La fête prénatale avait eu lieu début janvier, 12 jours avant l'arrivée de Nora. Desta l'avait organisé un dimanche après-midi dans son appartement de Selwood. 9 personnes, du bon fromage, pas de jeu. Rowan n'avait pas été invité. Personne n'avait suggéré qu'il le soit. Annalisa était assise sur le canapé de Desta, une assiette en carton remplie de nourriture à la main. Elle avait enfin mangé et s'était sentie, pour la première fois depuis des mois, elle-même. Juste elle-même. Calette Monroe. D'après ce qu'Annalisa avait pu reconstituer du tissu social habituel d'une ville moyenne, Kate avait accepté un poste dans un cabinet à Seattle. Elle n'a pas cherché à en savoir plus. Elle l'avait appris d'une ancienne collègue lors d'une pendaison de crémaillère en septembre, une information brièvement évoquée, déjà éculée. Ce qu'elle avait également appris, de la même source, le même soir, c'était que Caleb avait quitté Portland seul, que Rowan ne l'avait pas suivi,
et qu'il y avait apparemment eu une conversation en janvier où il était devenu clair que ce qui lui avait été promis ne s'était pas concrétisé. La maison, l'avenir, le « bientôt », et elle était partie sans rien. Sa collègue l'avait dit d'un ton particulièrement neutre. La façon dont on rapporte des choses vaguement satisfaisantes qu'on préfère taire. Annalisa acquiesça. Elle classa l'information. Elle n'en dit rien. Le milieu de l'architecture à Portland était suffisamment petit pour que le départ de Kate passe inaperçu. Quelques personnes savaient pourquoi. D'autres s'en doutaient. Seattle était assez proche pour offrir un refuge et assez loin pour un nouveau départ, ce qui était probablement le calcul. Annalisa ignorait si elle avait réussi à prendre un nouveau départ et avait cessé de se poser la question. Elle avait aussi entendu dire, par la même personne, que Rowan avait commencé à fréquenter quelqu'un. Elle avait attendu d'en ressentir quelque chose et s'était montrée plutôt neutre, avec une légère espoir qu'il trouve le bonheur, ce qui l'avait surprise jusqu'à ce qu'elle y réfléchisse. Nora avait ses yeux. C'était un fait. Quoi qu'elle pense du reste, elle ne voulait pas que le père de Nora soit malheureux pendant les 18 prochaines années. Cela lui semblait la solution la plus raisonnable. Elle en avait parlé au docteur Foster, qui lui avait répondu « C'est une façon très mature de voir les choses ». Et Annalisa d'ajouter « Ou alors, c'est simplement de l'intérêt personnel ». Le docteur Foster avait souri. L'appartement, un samedi d'octobre, était baigné de lumière. Elle avait cessé de considérer cette situation comme temporaire au bout de 3 mois environ. Elle avait acheté un canapé, un vrai canapé, pas le canapé d'appoint de Desta ni le petit fauteuil hérité de l'ancienne maison, ainsi qu'une table basse et un tapis pour le salon, un tapis trop grand mais parfaitement adapté à l'espace. Elle avait accroché des choses au mur et posé une plante sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, une plante qui, elle, n'était pas morte, une petite victoire, surtout à ce stade de sa vie. Nora, 9 mois, était sur son tapis d'éveil, menant ses investigations sur les relations de cause à effet avec un sérieux concentré qu'Annalisa trouvait vraiment amusant. Le jouet avec le truc qui tourne a été examiné méthodiquement. Le livre en tissu a été goûté et jugé acceptable. Le chien en peluche de Desta a été étudié sous tous les angles. Elle allait être méthodique. Annalisa pensait qu'elle aurait besoin de toutes les informations avant de prendre une décision. Elle pouvait s'en servir. Elle a appelé sa mère ce soir-là, comme presque tous les dimanches maintenant, c'était devenu une habitude, facile et confortable, contrairement à avant. « Comment vas-tu » a demandé sa mère. Annalise était sur le canapé, Nora dormait dans la pièce d'à côté, l'appartement était silencieux autour d'elle. La bougie était allumée. Le café était à la bonne température. Par la fenêtre, la nuit d'octobre faisait son œuvre, un lampadaire sur le trottoir mouillé, une voiture de temps à autre. Elle réfléchit sérieusement à la question, comme elle avait appris à le faire au lieu de répondre machinalement. « Bien, dit-elle. Vraiment bien. Sans jouer la comédie. Sans jouer la comédie. » Sa mère resta silencieuse un instant à l'autre bout du fil. Un silence apaisant. « C'est tout ce que je voulais pour toi, dit-elle. » La bougie se consuma pendant leur conversation. Annalise mena la danse. Nora eut 1 an un samedi de janvier. Desta apporta la soupe, la vraie soupe, faite maison, une plaisanterie devenue tradition. La mère d'Annalisa arriva de sa retraite à Tucson, un vol direct. Elle ne se plaignit pas du temps. 3 amis de l'ancienne agence de design arrivèrent avec leurs conjoints et leurs jeunes enfants. L'appartement fut brièvement et joyeusement chaotique, comme seuls les gens qui se connaissent bien savent le faire dans un petit espace. Nora mangeait un cupcake avec une concentration totale et une spontanéité déconcertante. Ses 2 mains, son visage entièrement absorbé, tout le monde a pris 11 photos. Rowan est venu 1 heure dans l'après-midi. Il avait apporté un cadeau, un jeu de forme en bois, adapté à son âge, et s'est assis par terre avec Nora pendant qu'elle l'examinait. À un moment donné, il a levé les yeux et a aperçu Anessa qui les observait. Ils sont restés ainsi un instant, et quelque chose s'est passé entre eux, quelque chose qui n'était pas exactement du pardon, pas tout à fait la paix, mais qui s'en approchait. Quelque chose de supportable. Il est parti avant le dîner. Elle l'a raccompagné jusqu'à la porte. « Elle est incroyable » a-t-il dit. « Oui » a répondu Anessa. « C'est vrai. » La porte s'est refermée. Elle est restée un moment dans le couloir, puis est retournée à la fête. Plus tard, après le départ de tous les invités et après que sa mère eut fait la vaisselle sans qu'on le lui demande et soit allée se coucher sur le canapé-lit, le bon canapé-lit maintenant,
car elle en avait acheté un vrai. Anesa était assise seule dans la cuisine avec le reste de la soupe. L'appartement était silencieux, de cette façon particulière dont les belles journées s'achèvent. Pas un silence vide, un silence absolu, la différence entre une pièce abandonnée et une pièce qui avait été pleinement utilisée et qui reposait maintenant. Elle repensa à la personne qu'elle était 2 ans auparavant, en janvier, enceinte de 32 semaines, allongée à 2 heures du matin, dans cette maison où elle jouait la comédie, écoutant un homme en qui elle avait confiance rire au salon avec une inconnue, le dossier sur la table de chevet. Le message sur son téléphone, la certitude froide et précise de ce qui allait arriver, et l'effroyable incertitude quant à la suite. Elle n'aurait pas pu décrire à cette version d'elle-même à quoi cela ressemblerait. Elle n'aurait pas su comment. Ce qu'elle pouvait dire maintenant, depuis cette cuisine où la soupe réchauffait dans le bol et où sa fille dormait dans la chambre orientée à l'est, c'était que l'après s'était révélé vivable, plus que vivable. L'après s'était révélé sien. Ses dimensions, ses rythmes et sa quiétude si particulière, tout cela façonné par ses choix, et non pas bridé pour s'adapter au confort de quelqu'un d'autre. C'était ce qu'elle n'avait pas su désirer. Maintenant, elle ne pouvait plus imaginer vivre sans. Le matin, Nora se réveilla à 6h15. Alisa l'entendit avant même que le babyphone ne se déclenche. C'était toujours le cas. Une fréquence de son, celle de sa fille, qui court-circuitait complètement le sommeil. Elle tapota le couloir en chaussettes de laine sur le plancher qui grinçait. Cet immeuble avait ses propres sons. Elle les connaissait tous maintenant et poussa la porte. La fenêtre y diffusait sa lumière. Cette pâle lumière d'hiver, plate comme en janvier, inondait le berceau. Nora était debout, les 2 mains sur la barre du berceau, se redressant, concentrée, testant sa théorie. Elle ne l'avait jamais fait auparavant, du moins pas sous le regard d'Alisa. Elle leva les yeux lorsque la porte s'ouvrit et son visage exprima cette reconnaissance totale et simple, et elle émit son son. « Salut, dit Annalisa. » Nora s'accrocha à la barre, soutint le regard de sa mère et rit. Elles restèrent ainsi un moment. La lumière revint. « Dites-nous, quel est le moment où vous avez réalisé que vous viviez enfin votre propre vie? Et non celle que quelqu'un d'autre attendait de vous? Laissez votre réponse en commentaire. Nous lisons tous les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos retours sont très importants pour notre travail, alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et d'où vous nous regardez. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Votre participation est essentielle pour nous permettre de poursuivre notre travail. Alors, partagez cette vidéo avec tous ceux qui pourraient apprécier cette histoire.